la défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, David Guillon, avocat au barreau de Montpellier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Vincent Pavan, président de l'association Réinfo Liberté. On va revenir sur les événements qui se sont déroulés ces derniers jours parce que, effectivement, on a porté atteinte à la liberté d'expression de l'association Réinfo Liberté. Bienvenue Vincent. Bonsoir David, merci de me recevoir. Alors, moi, j'avais envie qu'on revienne sur un point. Qu'est-ce que c'est que Réinfo Liberté? Parce que souvent, les gens assimilent Réinfo Covid et Réinfo Liberté. Et finalement, c'est pas très clair. Donc, bah, écoute, je te laisse vous présenter. Présente-nous un petit peu ce qu'est l'association Réinfo Liberté. Réinfo Covid, c'est un collectif, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une association de fait. C'est-à-dire c'est juste des gens qui se réunissent et qui veulent bien dire qui sont en commun sur un certain nombre de sujets. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnalité juridique, il n'y a pas de personnalité morale, il n'y a pas d'argent dans Réinfo Covid. Tout simplement parce que Louis Fouché, qui était effectivement à la base de Réinfo Covid, ne voulait pas, d'abord lui déteste le pouvoir et l'argent et il ne voulait pas donc qu'il y ait ce genre de structure associative avec la gouvernance associée qui soit mise en place à Réinfo Covid. Pourtant, s'est posé la question assez rapidement de pouvoir financer eh bien, des actions avec Réinfo Covid, des actions juridiques, on est allé au pénal contre certains articles scientifiques, par exemple. Également, pouvoir sécuriser des moyens de diffusion, pouvoir payer des abonnements, pouvoir agir. Et pour pouvoir agir, il faut une personnalité morale, juridique, et puis il faut pouvoir manipuler de l'argent. D'où le fait d'avoir mis en place Réinfo Liberté, qui est donc, on va dire, la partie associative légale de Réinfo Covid et qui permet donc de donner les moyens matériels et juridiques à Réinfo Covid d'agir et donc d'être effectivement un véritable acteur dans la réinformation, en particulier dans la réinformation scientifique, bien sûr, puisque c'est le cœur du projet de Réinfo Covid, avec derrière eh bien, le soutien de collectifs comme le Conseil scientifique indépendant, comme voilà, Réinfo Covid. Donc Réinfo Liberté, on va dire, c'est la partie juridique, légale et financière de Réinfo Covid. Voilà. Et je suis le président donc de Réinfo Liberté, qui est une association qui fonctionne uniquement par don. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adhésions qui sont ouvertes pour des raisons un peu évidentes, on va dire, de garder la maîtrise de nos actions et de ne pas être trop nombreux avec des associations trop dures à gérer. Et donc, on propose des actions, en fait, à nos donateurs, et puis les donateurs peuvent nous aider, effectivement, financièrement, s'ils le souhaitent. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous dire deux mots sur le CSI? Parce que tu sais qu'on a vu sur les affiches le CSI. Pareil, je pense que les gens aimeraient savoir un peu ce que c'est que le CSI. Alors, le Conseil scientifique indépendant, donc, c'est une structure qui émanait originellement de ce qu'on appelait la coordination santé libre, qui était un regroupement d'associations avec l'ENSIB, avec Laissons le médecin prescrire de Björn Guérin. Il y avait à l'époque Alain Houpert qui était là également, Martine Bonner, Louis Fouché. Et donc, des médecins et des scientifiques qui se sont dit qu'il fallait avoir une parole scientifique qui soit vraiment diffusée pour justement eh bien, contrebalancer le conseil scientifique donc d'Elfrécy, là, qui a été supprimé il y a pas longtemps, dissous il n'y a pas longtemps. Et donc c'était ça, c'était se donner rendez-vous régulièrement pour faire le point de la situation, comme eh bien, le conseil scientifique faisait régulièrement des rapports, etc. Nous, derrière, eh bien, on a réuni des médecins et des scientifiques pour donner une autre parole, une parole qui est tout aussi sourcée, tout aussi scientifique, mais bon, évidemment, qui n'est pas dans un narratif imposé par le gouvernement. C'est ce qu'a laissé entendre Delfrécy. Delfrécy a dit finalement on a peut-être été un peu manipulé dans cette histoire. Et donc la règle du Conseil scientifique indépendant, c'est effectivement d'être indépendant, de n'avoir aucun conflit d'intérêt et de parler avec donc ses compétences sur des sujets qui sont uniquement autour du Covid. C'est-à-dire que complètement, contrairement aux médecins de plateau télé qui aujourd'hui sont passés du Covid à l'Ukraine, à l'énergie, si vous voulez, au Conseil scientifique indépendant, on reste vraiment sur une ligne très stricte avec beaucoup de sources. Donc le Conseil scientifique indépendant donc, est né et très rapidement, en fait, a été diffusé et soutenu par Réinfo Covid. Et donc Réinfo Covid puis Réinfo Liberté sont devenus vraiment, eh bien, on va dire, les organismes qui soutiennent, qui diffusent, qui financent, si besoin, le CSI. Il y a besoin de petits abonnements, d'assurer les canaux de diffusion, et donc, c'est grâce à Réinfo Covid et Réinfo Liberté que le Conseil scientifique indépendant eh bien, a réussi à prendre son envol et à le garder, puisque c'est ce soir, depuis quelques minutes, le 70e CSI
bientôt 1 an et demi. La première mission, c'était le 20 avril 2021. Et donc, depuis toutes les semaines, y compris pendant les vacances, il y a des informations extrêmement précieuses qui sortent. Donc tous les jeudis soirs à 21h, c'est ça? Le jeudi soir, oui, un peu avant maintenant. Avant, c'était 21h, maintenant, c'est plutôt 20h45. Sur Crowdbanker et sur quelques pages Facebook, vous pouvez suivre le CIC en direct. Et avec les replays, vous pouvez retrouver les replays qui sont sur le site de Réinfo Covid et sur le site de la coordination santé libre. Bon, de toute façon, on mettra les liens dans la description, comme ça, effectivement, ça permettra de rediriger. Mais en tout cas, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le CSI, dans la description, vous retrouverez toutes les informations. Le CSI, on est d'accord, c'est quasiment exclusivement des personnes qui sont des scientifiques, des statisticiens, des mathématiciens, des sachants. Des sachants, des médecins, beaucoup de médecins, des biologistes, des microbiologistes, des statisticiens, des spécialistes dans la pharmacovigilance. On a pu recevoir Christine Coton, on a pu Jean-Dominique Michel, donc anthropologue de la santé, que des gens et sans conflit d'intérêt. Voilà, donc, D'accord. Donc, bah, tu l'as dit tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus. Réinfo Liberté, c'est un peu le bras juridique en fait de Réinfo Covid. Il n'y a pas d'adhésion et vous menez des actions. Des actions, notamment eh bien, la campagne de communication sur les effets secondaires de la vaccination de la Covid-19. Pourquoi finalement cette campagne de communication sur la vaccination? C'est venu comment? Enfin, c'était quoi l'idée un petit peu de tout ça, de finalement utiliser des panneaux d'affichage en 4 par 3 pour faire parler justement de ce sujet? sur le moyen, en fait, il se trouve que justement, pour faire un peu la publicité du CSI, dans la mesure où on avait fait le maximum de ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux et qu'on voyait une forme un peu de stagnation, disons, on a eu l'idée de faire une campagne d'affichage de 4 mètres sur 3 chez un afficheur indépendant du côté du Nîmes, pour voir un petit peu si effectivement ça pouvait avoir un impact dans eh bien, la diffusion de publicité du CSI. Et donc, c'était un petit peu un coup d'essai à Nîmes pour voir comment ça réagissait. C'est vrai que les panneaux publicitaires 4 par 3 il y en a beaucoup. Et s'il y en a beaucoup et qu'ils sont loués, c'est qu'en général, ça a une influence. Donc, nous, on a testé un petit peu et on s'est rendu compte qu'on avait eu une très, très bonne remontée sur les réseaux sociaux. Donc, des photos ont été prises, des automobilistes avaient pris des photos et puis c'est remonté sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça nous a permis de voir qu'on avait eu énormément de retweets, de diffusion sur Facebook, etc. Et que manifestement, ça avait un vrai impact. Alors, c'était resté dans le milieu des gens qui voulaient quand même être informés. Mais disons que on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai pouvoir de l'affichage classique, quelque chose qu'on n'avait pas mesuré lors des réseaux sociaux, effectivement, des supports numériques, etc. Et qu'il y avait encore donc un véritable effet quand on faisait une campagne Donc, il y a des gens qui vous ont découvert de cette manière, en fait. on peut le supposer, oui, on peut le supposer. Il y a des gens qui ont découvert de cette manière-là et ça avait pas mal diffusé. Avec cette idée que normalement, un panneau publicitaire, c'est fait effectivement pour rester localisé en temps et en espace. Donc, normalement, ça ne peut toucher que les gens qui passent devant, quelque part, à condition qu'ils fassent attention. C'est vrai que maintenant, il y a ce couplage entre un affichage statique limité dans le temps et puis une remontée via des photos sur les réseaux sociaux. Et donc, manifestement, c'est le mixage des deux qui permet d'avoir du coup une visibilité à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, en fait, on avait fait une sorte de test et puis du coup, on s'est rendu compte que ça marchait bien. Et alors, donc, du coup, pour en arriver maintenant à l'affichage de Toulouse, quand on a vu effectivement que cette campagne d'affichage à Nîmes avait très très bien marché, Alors, je t'interromps, j'aimerais bien qu'on revienne un peu justement sur cet affichage à Nîmes, parce qu'en fait, personne n'est informé, n'est au courant finalement, à part les Nîmois, qu'il y avait eu un affichage à Nîmes. oui, c'est-à-dire qu'il y avait deux affiches qu'on avait mises, une pour faire la publicité ici, et puis une autre pour rappeler qu'il y avait dans le droit de vigilance, déjà à l'époque, c'était 22 000 morts à l'époque. Maintenant, on est plutôt à 30 000 si j'ai bonne mémoire. Et donc, en disant, bah, attention, il y a quand même des effets indésirables graves des vaccins. En tout cas, c'est ce qui remonte par le droit de vigilance. Et c'est effectivement, comme tu le dis, ça n'avait absolument pas fait le buzz, comme on dit, que ça a pu avoir aujourd'hui pour les affiches de Toulouse. C'est resté, bon, voilà, quelque chose que les gens ont bien aimé, mais qui n'avait absolument pas alerté le préfet, ni les médias locaux, alors que déjà le message était le même, c'est-à-dire qu'on alertait sur les effets indésirables graves des vaccins, alors avec des statistiques qui n'étaient pas encore celles qu'on a mis en place après pour l'affichage de Toulouse, mais qui étaient déjà extrêmement inquiétantes.
Et donc, ma foi, c'est un peu surprenant, effectivement, qu'on ait eu autant de réactions à Toulouse. Manifestement, avec la campagne de Toulouse, on a agi au moment opportun en disant quelque chose, je pense que les gens ressentent, mais n'arrivent pas forcément à exprimer. Et c'est pour ça qu'il y a eu une forme de résonance, je pense, dans la presse, c'est que ce message, il touchait les gens, il leur permettait de manière assez objective peut-être de mettre eh bien, des chiffres sur ce qu'eux-mêmes avaient le sentiment de voir pour eux ou autour d'eux. Et c'est pour ça que le gouvernement, je pense, a eu cette réaction-là. La campagne d'affiches de Nîmes était arrivée à une époque où je pense que les gens avaient encore une confiance relative, il n'y avait pas peut-être beaucoup d'exemples devant eux, et puis au fur et à mesure, bien sûr, que la vaccination